Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous retrouvons Sayed M. Marandi, professeur à l'Université de Téhéran et ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire, pour discuter de la situation actuelle du Liban à Gaza et à l'Iran. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Salut Glenn, merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. C'est toujours un grand plaisir. Eh bien, nous voyons qu'il existe une tendance à appeler paix, ou du moins, lorsque Israël ou les États-Unis s'en prennent à une cible, ils ont tendance à geler d'autres adversaires, et ils qualifient cela de paix. Par exemple, nous avons vu qu'il y avait, et qu'il y a toujours, de fortes sanctions contre le Venezuela. Mais après l'intervention et l'invasion de l'Ukraine par les Russes, les Américains ont décidé que finalement, le Venezuela n'était pas si mauvais que cela, et qu'ils pouvaient améliorer leurs relations, car ils avaient besoin d'une autre source de pétrole. Nous observons également cette tendance au Moyen-Orient. L'un des stratagèmes d'Israël a toujours été de s'en prendre à un adversaire à la fois et de maintenir les autres conflits stables, qualifiant encore cela de politique de paix. La dernière fois que nous avons eu un accord de paix entre Israël et le Liban remonte à... Était-ce en novembre 2024? Et cela a ensuite été suivi par les attaques contre la Syrie et la chute d'Assad le mois suivant. Alors, maintenant que l'accord de paix de Gaza est en place, et tandis que Trump célèbre la fin de 3000 ans de conflit au Moyen-Orient, nous voyons de nouveaux affrontements éclater contre le Liban. Il y a eu beaucoup d'attaques récemment, surtout au cours de la dernière journée. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 20 frappes aériennes dans le sud du Liban. Voyez-vous cela comme faisant partie du même schéma? Ou pensez-vous qu'une guerre plus large contre le Liban est désormais envisageable? Ou s'agit-il simplement de bombardements progressifs et à petite échelle? Une tentative d'éviter une guerre plus vaste tout en poursuivant les frappes limitées? Tu as tout à fait raison. L'une des choses intéressantes que fait l'Occident et les médias occidentaux obéissant envers l'establishment politique occidental, c'est que les gens ont désormais compris ce qui se passe réellement. Autrefois, beaucoup auraient pensé différemment, mais au cours des dernières années, surtout après le génocide à Gaza, il est devenu de plus en plus clair pour les gens à travers le monde, et particulièrement en Occident et aux États-Unis, quel rôle jouent les médias traditionnels, ou ceux influencés ou détenus par les puissants. Ce qu'ils font, c'est présenter chaque chose d'une manière particulière pour la légitimer. Ainsi, le génocide à Gaza devient une guerre Hamas-Israël. Et si vous vous souvenez, il y a un jour ou deux, Trump a dit que le Hamas avait perdu quelque chose comme 70 000 personnes. Je pense qu'il faisait allusion au nombre officiel de morts à Gaza. Donc tout le monde est Hamas. Les nourrissons sont Hamas, les femmes sont Hamas, les écoliers sont Hamas. Tout est Hamas. Cela légitime le meurtre de masse. Et vous savez, en dehors de cela, probablement des centaines de milliers de personnes ont été tuées à Gaza, en partie parce que beaucoup sont encore sous les décombres. Nous ne connaissons pas le véritable chiffre. Beaucoup de gens meurent aussi de choses comme le cancer, il n'y a pas de médicaments ou d'infections et ils meurent. Plus tard, le véritable nombre de morts apparaîtra, car la trajectoire démographique de la région sera profondément affectée et nous saurons plus ou moins combien de personnes ont été perdues à cause de cela. Mais le fait est qu'ils présentent les choses d'une certaine manière, et c'est exactement ce qu'ils ont fait en Syrie. Vous savez, les forces d'Assad, peu importe qui mourait, c'était la faute d'Assad. C'était Assad. Le fait qu'il combattait Daesh, Al-Qaïda et Jaish al-Islam ainsi que tous ces groupes terroristes takfiri financés par les États-Unis et leurs alliés régionaux, que ce soit le Qatar, Erdogan ou d'autres, au service du régime israélien, ça n'a aucune importance. C'est toujours Assad.
Au Liban, ils font la même chose. Ils parlent de bastion du Hezbollah. Quand la guerre contre le Hezbollah a commencé l'année dernière, quand les combats étaient vraiment intenses, j'étais à Beyrouth. Et je suis arrivé la veille du martyre de Saïd Hassan Nasrallah. Comme je pensais qu'il allait y avoir une guerre, je me suis dit que si j'étais sur place, je pourrais aider avec les médias et ce genre de choses. Je ne pensais pas que les événements se dérouleraient ainsi. Mais lorsque la guerre a commencé, les médias occidentaux, y compris les journalistes à Beyrouth, qualifiaient chaque endroit touché de bastion du Hezbollah. Pourtant, il s'agissait simplement d'immeubles d'habitation dans le sud de Beyrouth, où vivaient 10 ou 20 familles dans chacun d'eux. C'étaient de simples immeubles résidentiels ordinaires. Et ces journalistes occidentaux le savaient, car ils avaient des fixeurs libanais, des chauffeurs libanais, des producteurs libanais. Certains d'entre eux étaient libanais ou à moitié libanais, mais ils devaient se conformer à ce récit. Et je les interpellais à ce sujet. Ils savaient qu'ils ne disaient pas la vérité. Mais en présentant ces lieux comme des cibles du Hezbollah, ou en disant « c'est un bastion du Hezbollah », ils ont légitimé le massacre de gens ordinaires et la destruction de biens privés. Maintenant, ce que les Israéliens font depuis le cessez-le-feu, et vous avez tout à fait raison, à Gaza nous avons eu un cessez-le-feu, mais depuis, jusqu'à hier, 10 personnes ont été assassinées. Pourtant, cela n'est apparemment pas considéré en Occident comme une violation grave. Chaque personne tuée a une famille. Elle a des proches, peut-être des enfants, une épouse, un mari, des parents, des gens qui dépendent d'elle, des gens qui l'aiment. Mais ils ne sont pas importants. Donc si 10 personnes meurent à Gaza, cela signifie que le cessez-le-feu tient. Quand j'étais à Beyrouth, le régime israélien bombardait le sud de la ville. Il bombardait des villes dans tout le centre et le sud du Liban, ainsi que dans le nord, tuant des familles. Les médias occidentaux, les journalistes occidentaux basés à Beyrouth, savaient tout ce qui se passait, que ces immeubles étaient remplis de familles innocentes. Ils avaient des chauffeurs, des collaborateurs, des fixeurs, des producteurs libanais. Mais ils les qualifiaient de bastions du Hezbollah, afin de légitimer le bombardement des villes. Et c'est essentiellement ce qui s'est encore produit la nuit dernière. Les Israéliens ont présenté cela comme une attaque contre le Hezbollah, comme ils le font depuis des mois, car depuis des mois, ils bombardent le Liban littéralement chaque jour et tuent des gens. Mais cela n'est même pas rapporté dans les médias occidentaux. Près de 300 personnes ont été assassinées depuis le cessez-le-feu avec le Liban. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les Israéliens qui ont demandé le cessez-le-feu et que les gouvernements occidentaux en sont les garants. Pourtant, ils tuent des citoyens libanais chaque jour. Même hier, il y a eu plusieurs attaques. Ils ont largué des grenades ou des grenades assourdissantes sur des agriculteurs dans le sud. Ils ont tué une personne ailleurs. Puis ils ont bombardé des usines appartenant au secteur privé qui étaient en train de se reconstruire. Ce que font les Israéliens, c'est assassiner des gens et tenter d'empêcher les habitants ordinaires de reconstruire leurs maisons dans le sud. Ils essaient de procéder à un nettoyage ethnique du sud du Liban. C'est leur objectif. L'Occident le sait. L'ADZ occidentaux basés à Beyrouth lavent. Ils ne peuvent pas prétendre ne pas avoir accès, comme à Gaza. Il y a des dizaines d'ambassades occidentales à Beyrouth. Toutes les grandes agences de presse y sont basées, avec des employés locaux. Ils savent ce qui se passe. Mais ils n'en parlent pas dans ce contexte, parce que c'est simplement comme ça. C'est, vous savez, Al-Qaïda et Daesh. Souvenez-vous de la Syrie, quand Jolani, qui est récemment allé aux États-Unis, y est arrivé, il a été bien accueilli. C'est le chef d'Al-Qaïda en Syrie. Il se rend à New York le même mois que celui où les attentats du 11 septembre ont eu lieu il y a quelques décennies.
Et ensuite, il a une rencontre avec Petraeus, comme on l'a vu, ce qui était très étrange, où Petraeus lui dit « Je suis l'un de vos plus grands admirateurs ». Et il lui demande, vous savez, s'il dort bien et s'il prend bien soin de lui. Voici le monde à l'envers dans lequel nous vivons aujourd'hui, que ce soit à Gaza, au Liban ou ailleurs. En ce qui concerne l'Iran, le régime israélien a mené une blitzkrieg, une attaque non provoquée, et l'Occident l'a soutenue. Ils ont dit qu'Israël avait le droit de se défendre. Ainsi, quoi que fasse le régime israélien, l'Occident le présentera de manière à le légitimer, même si c'est un holocauste. En ce moment, ce qui se passe au Liban, c'est que la nuit dernière, ils ont bombardé des usines et des installations servant à reconstruire les maisons des gens, mais ils appelleront cela le Hezbollah. À Gaza, ils appelleront cela le Hamas. Partout où ils frappent, ils essaieront de présenter les choses de façon à ce que les gens ordinaires et naïfs en Occident et ailleurs les perçoivent à travers ce prisme. Cela me rappelle un peu quand après que Jolani et ses sbires ont pris le pouvoir en Syrie, ils traversaient la campagne en exécutant de nombreux civils. Ils ont filmé les exécutions et mis les vidéos en ligne. Et puis bien sûr, je me souviens d'une déclaration de l'UMM condamnant les loyalistes d'Assad, alors même qu'Assad n'était plus là. Blâmant en somme les civils qui étaient assassinés par un chef de l'État islamique qui avait encore une prime sur sa tête à l'époque. C'est assez extraordinaire. Mais comme vous l'avez dit, la manière de présenter les choses est très importante. J'aimerais toutefois vous interroger sur certaines cibles, car il y a quelques jours, les Israéliens ont bombardé des bulldozers au Liban. D'après les rapports, il ne restait presque rien, juste du métal fondu. Et la nuit dernière, ils ont attaqué une autre cible, une usine de béton. Ce ne sont guère des cibles militaires, à vrai dire. Alors, comment expliquez-vous cela? Tout cela vise à empêcher la reconstruction du sud du Liban. Le régime israélien veut empêcher les gens de rentrer chez eux. Ils les tueront, ils détruiront leurs maisons, puis ils détruiront toutes les installations utilisées pour reconstruire ces maisons, pour reconstruire les écoles, les infrastructures et les routes. C'est ce qu'ils font. Tout le monde le sait. Et le Liban n'est pas un grand pays. Il est très facile pour les journalistes occidentaux de comprendre cela. Après tout, il s'agit d'un cessez-le-feu. Peu importe qui se trouve dans le sud ou ce qu'ils y font, les Israéliens n'ont aucun droit légitime de les frapper quotidiennement. En Palestine, dans le nord d'Israël ou dans le nord de la Palestine occupée, les soldats et les civils israéliens vont et viennent, mais personne ne les attaque, parce que c'est un cessez-le-feu. Il n'est censé y avoir aucun tir. Mais chaque jour, les Israéliens le font, exactement comme ce que nous avons vu à Gaza au cours des 3 derniers jours. En Occident, le régime israélien peut faire ce qu'il veut. Il peut tuer des gens, détruire des infrastructures, détruire des écoles et terroriser. En fait, l'une des frappes aériennes de la nuit dernière a eu lieu tout près d'un mariage. Une énorme frappe aérienne. Ils s'en moquent. Et les médias occidentaux s'en moquent. Et les gouvernements occidentaux s'en moquent. Ce qui se passe actuellement au Liban, c'est que le régime israélien veut vider le sud du Liban. Parce qu'au bout du compte, tout cela concerne le grand Israël, que ce soit la Cisjordanie, le sud de la Syrie, le sud du Liban ou Gaza. Tout cela fait partie de la nouvelle phase de l'établissement du grand Israël. Il y a eu des rapports selon lesquels Netanyahou aurait informé Poutine ou lui aurait transmis un message destiné aux Iraniens, disant qu'Israël ne veut plus de guerre avec l'Iran, qu'il est temps pour la paix. Or d'ordinaire, ce genre de message signifie qu'une autre cible a été choisie. Je me demandais si vous le voyez dans ce contexte.
Est-ce destiné à faire baisser la garde de l'Iran avant une éventuelle attaque? Ou pensez-vous que cela soit lié à ce qui se passe au Liban? Car si l'objectif est de nettoyer le sud du Liban, c'est effectivement le moment idéal pour envoyer un message de paix aux Iraniens. Oui, c'est tout à fait possible. Qu'en ce moment, ce qu'ils veuillent faire, c'est envahir le Liban et commencer à massacrer les Libanais, et qu'ils ne veuillent pas une guerre avec l'Iran. Bien sûr, je pense que les Iraniens ne vont pas simplement rester là à regarder le régime israélien massacrer des citoyens libanais et s'en tirer à bon compte. Mais c'est une possibilité. Une autre possibilité est qu'ils veuillent que les Iraniens baissent leur garde. Une troisième pourrait être que le président Poutine ait dit quelque chose et qu'il ait répondu au président Poutine et que Poutine, vous savez, ait rendu cela public. Et je pense que c'était pour exercer une pression, on peut aussi le lire ainsi, que les Russes veulent faire pression sur le régime israélien. Parce que, une fois que ça devient public, si le régime israélien attaque l'Iran, cela nuira aux relations russo-israéliennes. Donc ça pourrait être l'un ou l'autre. Cela pourrait être n'importe lequel de ces scénarios. Ça pourrait être une priorisation du sud du Liban et une autre offensive génocidaire là-bas. Et l'Occident la présentera comme il le fait pour Gaza, bastion du Hezbollah, cible du Hezbollah, même lorsqu'il massacre des enfants. Tout sera Hezbollah, exactement comme à Gaza. S'ils frappent l'Iran, vous savez, ils ont déjà tué, ils ont assassiné un scientifique nucléaire qui travaillait pour un programme entièrement civil sous l'égide de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Tout cela a été surveillé par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils ont tué 70 personnes dans un immeuble juste pour l'éliminer. Voilà comment fonctionne le régime israélien. Mais les médias occidentaux appellent cela un coup de maître en matière de renseignement. Faire s'effondrer un immeuble, tuer 70 personnes, dont environ 25 enfants. Et c'est ainsi qu'il présente les choses. Qu'il s'agisse pour lui de donner la priorité au massacre de familles au Liban. Et c'est pour cela qu'il ne veut pas la guerre. Ou qu'il ait dit cela au président Poutine parce qu'il subissait des pressions de sa part, ou qu'il essaye de tromper les Iraniens, ou encore qu'il ait simplement tenu ses propos et que le président Poutine les ait rendus publics pour faire pression sur le régime israélien. Je ne sais pas. Cela pourrait être une combinaison de toutes ces choses. Mais quiconque croit un mot de ce que dit Netanyahou est un parfait imbécile. Le Hezbollah et la résistance au Liban se préparent. L'Iran se prépare. Et rien ne les empêchera d'être prêts au pire, car tout le monde sait que l'Occident permettra au régime israélien de faire ce qu'il veut. Si le régime relance le génocide à Gaza, il n'y aura pas de sanctions. L'aide continuera d'affluer depuis l'Europe et les États-Unis, et les médias occidentaux feront tout leur possible pour détourner le regard. Et bien sûr, maintenant que les moyens d'information sont tous rachetés par les sionistes, l'espace public va devenir plus silencieux et il y aura moins d'informations disponibles. Rien ne changera. Tout le monde sait donc qu'il faut se préparer. Je suis sûr que le Hamas et le djihad islamique palestinien se préparent. Aucun doute que le Hezbollah en fait autant. Aucun doute qu'Ansarullah et les forces armées yéménites se préparent également. Et il ne fait aucun doute que l'Iran et la résistance en Irak font de même, car ils savent que le régime israélien est totalement malhonnête, génocidaire, et bénéficie du plein soutien de l'Occident, quelles que soient les atrocités qu'ils commettent. Nous voyons maintenant, dans ce contexte, je me demandais, comment interprétez-vous le fait que les États-Unis envoient tous ces nouveaux moyens militaires dans la région?
J'avais d'abord supposé que c'était en vue d'une seconde guerre avec l'Iran, ce qui est, eh bien, je suppose, toujours une possibilité. Mais savons-nous autre chose à ce sujet? C'est difficile à dire, mais je pense qu'une chose que les gens devraient reconnaître, c'est que l'Iran, bien sûr, pour ceux qui suivent la situation, a vaincu les Israéliens pendant la guerre, même si ces derniers ont mené une attaque éclair. Ils bénéficiaient du plein soutien de l'Occident. Et plusieurs pays de la région ont aidé le régime israélien, qu'il s'agisse de la République d'Azerbaïdjan, du nord de l'Irak, des dictatures du Golfe Persique ou de la Turquie à travers sa base militaire. Et son allié, Aliyev en Azerbaïdjan, est l'allié d'Erdogan. Ainsi, malgré ce réseau de soutien au régime israélien à travers la région et en Occident, les Israéliens ont perdu la guerre contre l'Iran. Mais le véritable pouvoir de l'Iran ne réside pas dans sa capacité à combattre le régime israélien. La capacité à combattre le régime israélien est importante, et si les Israéliens attaquent à nouveau, l'Iran frappera plus fort. Il se prépare à une nouvelle guerre. Mais l'attention de l'Iran a toujours été tournée vers les États-Unis. C'est, je pense, un élément que les gens devraient prendre en considération. Depuis 30 ans, les Iraniens se préparent à une guerre contre les États-Unis, car ils ont toujours estimé qu'il existait une possibilité que les États-Unis envahissent le pays, surtout depuis le 11 septembre, et plus encore après l'Irak et l'Afghanistan. Ils ont pris l'Afghanistan, puis l'Irak, et ensuite il y a eu des plans pour envahir l'Iran. Ainsi, depuis 2 décennies en particulier, les Iraniens travaillent à plein temps pour se préparer à une éventuelle attaque des États-Unis. Les véritables atouts militaires de l'Iran sont ses bases souterraines, non pas nécessairement axées sur les missiles à longue portée, mais surtout sur les missiles à courte et moyenne portée, ainsi que des centaines de milliers de drones. Ceux-ci sont positionnés près de la région du Golfe Persique, de l'océan Indien, du Golfe d'Oman et le long de la frontière irakienne, en préparation d'une éventuelle attaque américaine. Ce que l'Iran a montré au monde pendant la guerre de 12 jours contre le régime israélien était remarquable. Même s'il n'était pas préparé à cette guerre, il a été attaqué de manière inattendue. Il ne s'attendait pas à une offensive totale du régime, bénéficiant d'un soutien régional et occidental aussi étendu. Cette démonstration de puissance était impressionnante. Mais s'il y avait une guerre avec les Américains, ce que les Iraniens pourraient faire dans le Golfe Persique serait infiniment pire pour les États-Unis, l'Occident et leurs alliés. Toutes ces dictatures familiales du Golfe Persique abritent des bases américaines, donc il ne s'agit pas seulement des bases elles-mêmes. Les autres seraient complices. On ne peut pas avoir une base américaine sur son territoire, laisser l'Amérique y mener une guerre, puis prétendre être neutre. Ça ne marche pas. Nous avons vu comment le Yémen et Ansarullah ont réussi à bloquer la mer Rouge avec des moyens bien plus limités. Les Iraniens peuvent facilement bloquer le Golfe Persique, l'océan Indien et le Golfe d'Oman sans difficulté. Ils n'ont même pas besoin de fermer le détroit d'Ormuz. Leurs capacités sont immenses. Ils peuvent tout détruire. Il serait donc très imprudent pour les Américains de s'engager dans une guerre avec l'Iran. Ce n'est pas ce que l'Iran souhaite. L'Iran protège en réalité l'économie mondiale en faisant preuve d'une telle patience stratégique. L'Iran veut que l'économie mondiale fonctionne normalement, mais si les Américains entrent en guerre et que ces dictatures familiales de la région du Golfe Persique accueillent leurs bases, elles feront toute partie du conflit. S'ils empêchent l'Iran d'exporter son pétrole, alors l'Iran n'autorisera pas les alliés des États-Unis à exporter le leur non plus. Ainsi, chaque fois que quelqu'un réfléchit à ce que l'Iran peut faire au régime israélien,
et c'est beaucoup. Si les Iraniens se lancent pleinement dans une guerre contre le régime israélien, ils peuvent détruire ces villes facilement. Mais ce que l'Iran a préparé pour les États-Unis en cas d'agression américaine est bien plus important. Et l'Iran aurait un avantage bien plus grand, car les drones et les petits missiles peuvent être déplacés beaucoup plus facilement. Les forces armées iraniennes seraient beaucoup plus flexibles et capables dans toute guerre avec les États-Unis, car ces grands missiles sont plus difficiles à déplacer, à installer et à lancer. Mais les missiles plus petits et les drones, très faciles. Quiconque regarde la carte peut voir que le golfe Persique n'est pas un grand espace. Et encore une fois, il suffit de se rappeler la guerre des États-Unis au Yémen, en mer Rouge, et de voir comment cela s'est terminé. Les capacités de l'Iran, infiniment supérieures à ce que nous avons vu au Yémen, feraient s'effondrer l'économie mondiale. Espérons donc que les Américains soient assez lucides pour le reconnaître. Ma dernière question concerne ce à quoi vous avez déjà fait allusion, dans une certaine mesure, la possibilité que le conflit à Gaza reprenne. Car, encore une fois, on nous dit tous de célébrer l'accord de paix de Gaza. Et, comme je l'ai mentionné, Trump aurait soi-disant mis fin au conflit au Moyen-Orient. Je ne peux m'empêcher d'avoir quelques réserves quant à mon optimisme, puisque aucune des causes profondes du conflit ne semble avoir été traitée. En fait, le lendemain de l'accord de paix, Trump a déclaré que si le Hamas ne se désarmait pas, il les désarmerait rapidement et violemment. Je veux dire, ce n'est pas vraiment le genre de discours qu'on entend habituellement le lendemain d'un accord de paix. Mais il semble que cela se reflète en partie dans l'absence d'une voie claire sur la direction à prendre désormais. Parce que si cette paix repose simplement sur la subordination, une partie affirmant sa domination, ou sur la paix par la force, comme on dit dans les pays de l'OTAN, au lieu de résoudre les causes profondes et de trouver un chemin vers une coexistence pacifique, il ne semble pas que ce conflit disparaisse de sitôt. Mais encore une fois, c'est très flou, je suppose, quant à ce qu'on attend exactement de chaque camp à l'avenir. À quel point considérez-vous cet accord de paix comme stable? Et à quoi devons-nous nous attendre en matière d'engagement mutuel? Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas un accord de paix. C'était une tentative des États-Unis de forcer les Palestiniens à capituler. Mais cela montre aussi à quel point le régime israélien est faible. Car si le régime israélien pouvait terminer le travail, comme ils disent, alors les Américains n'auraient pas proposé ce soi-disant accord de paix. Et cela montre simplement que le monde est en train de changer. Les États-Unis et les élites européennes reconnaissent que les peuples du monde entier les méprisent, eux et leurs politiques, y compris en Occident, et que les gens se sont retournés contre ce régime d'apartheid, ce régime génocidaire, malgré les tentatives des médias occidentaux de détourner l'attention des gens de la réalité et de présenter le récit comme s'il s'agissait d'une guerre contre le Hamas plutôt que d'un génocide, comme au Liban. Tyne Day for worse. Ils présentent les choses d'une manière qui légitime le meurtre de masse et le massacre. Malgré tout cela, les gens se sont réveillés face à la réalité. Je pense donc que ce soi-disant faux accord de paix était le reflet de cet éveil mondial. Maintenant, ces dirigeants régionaux ont trahi la cause palestinienne en félicitant Trump pour cet accord, que ce soit le Qatar, Erdogan ou Sisi. C'était une trahison, sans aucun doute. Et puis, désolé, mais le spectacle de singes que nous avons vu au Caire était une trahison supplémentaire, car ils y sont tous allés essentiellement pour blanchir le génocide et blanchir le rôle de Trump dans celui-ci, afin de rester dans ses bonnes grâces. Et ils ont tous été humiliés. Nous avons tous vu des extraits de cet événement, et c'était tout simplement embarrassant à regarder. Tout comme pour moi voir le général Petraeus dire à Jolani « Je suis l'un de vos plus grands fans.
tell Jolani that I'm one of your biggest fans. It was really embarrassing to watch for me. C'était vraiment embarrassant à regarder pour moi. Certains de ces extraits étaient tout simplement pénibles. Même le Premier ministre britannique, sans parler des alliés traditionnels, a été humilié devant un public mondial. Mais tout cela était pour Trump. Cela n'avait rien à voir avec les Palestiniens. Je pense que la vérité est devenue évidente lorsqu'il s'est adressé à la Knesset. Il n'avait aucun respect pour le peuple palestinien. Et les États-Unis placent Israël avant tout, les sionistes avant tout. Regardez le rôle d'Adelson. À cause de gens comme lui, ils peuvent entrer à la Maison-Blanche quand ils le souhaitent. Ils obtiennent le plateau du Golan syrien, à cause de l'argent, à cause du sionisme. Je pense que nous savons tous quelle est la situation. Quiconque a suivi les événements en Palestine, à la Knesset ou en Égypte, s'il garde les yeux ouverts, connaît la réalité de ce qui se passe. Et c'est précisément pour cette raison que l'Iran a refusé de participer, parce qu'il s'agissait d'une tentative de blanchir le génocide, de blanchir le rôle des États-Unis dans celui-ci, et d'humilier tous ces pays qui, pour une raison ou une autre, veulent rester dans les bonnes grâces de Trump. Mais ce n'est pas terminé, et le plan de Trump ne sera pas mis en œuvre, car les Palestiniens ne se désarmeront pas. Ils savent que s'ils se désarment, ce qui s'est passé hier soir dans le sud du Liban se reproduira à Gaza. La même chose que nous avons vu ces 3 ou 4 derniers jours à Gaza, où des Palestiniens ont été tués et où l'Occident n'a rien dit. Cela continuera, et cela s'étendra si les Israéliens voient que rien ne les arrête. Ils ne permettront pas que Gaza redevienne normal. They will not allow Gaza to be normal. They never did in the past and they won't in the future. Ils ne l'ont jamais fait par le passé, et ils ne le feront pas à l'avenir. Les Palestiniens n'ont donc d'autre choix que de rester vigilants. Le régime israélien continuera à tenter de créer un grand Israël, et l'Occident, tant que l'actuel establishment politique restera au pouvoir, continuera à faire ce que le régime israélien veut qu'il fasse. Je pense donc que vos raisons de scepticisme sont tout à fait fondées. Je suis très heureux que le cessez-le-feu ait eu lieu. Les Iraniens le soutiennent également. Les membres de l'axe de la résistance, comme le Hezbollah, Ansarullah au Yémen et d'autres, le soutiennent tous, car le peuple palestinien, les enfants, méritent d'avoir du lait maternisé. Leurs enfants méritent d'avoir de la nourriture. Leurs femmes méritent de pouvoir dormir la nuit sans entendre une bombe tomber sur leur tente. Je pense que c'est le minimum que l'on puisse espérer dans ce monde dystopique que l'Occident a créé. Ils soutiennent donc le cessez-le-feu pour que ces enfants puissent grandir et que leur croissance retardée puisse être compensée d'une certaine manière. Et ainsi, tous ceux qui sont traumatisés, les dizaines de milliers de personnes blessées et mutilées à vie, puissent avoir de l'aide. C'est une bonne chose. Mais avec Netanyahou et des gens comme Netanyahou, ses alliés et les partisans du régime israélien, vont-ils mettre fin au génocide, à l'invasion et à l'agression? Non, cela n'arrivera pas. Et c'est pourquoi, eh bien, vous savez, le monde a changé. Il y a la montée des BRICS, la montée de l'Organisation de coopération de Shanghai, le déclin des économies occidentales, dont les Israéliens dépendent entièrement. Israël est un régime chétif et faible. Il dépend totalement de l'aide étrangère. Tout repose sur le soutien occidental. L'Occident est en déclin, la guerre en Ukraine, le néolibéralisme, tous ces problèmes, les divisions au sein des sociétés occidentales, au sein des États-Unis. Les États-Unis, vous savez, sont en confrontation avec littéralement le monde entier. La guerre commerciale avec la Chine, la guerre en Ukraine, l'Iran, mais aussi le Brésil et l'Inde. L'Occident est en déclin relatif, et ce déclin rend le régime israélien également relativement plus faible. Ainsi, le régime est méprisé à travers le monde, et même en Occident aux yeux des gens ordinaires, des personnes dans les rues des pays occidentaux.
Ses soutiens deviennent de plus en plus impopulaires. Ses soutiens deviennent plus faibles. Le régime lui-même est ébranlé par les crises économiques, les crises sociales et bien sûr la crise de délégitimation aux yeux de la communauté internationale. Ce n'est pas comme si le régime israélien se trouvait dans une bonne situation. Il est dans une très mauvaise posture, et cela empire. Pendant ce temps, la majorité mondiale, qui n'est pas l'Occident mais le Sud global, la majorité mondiale, se consolide. Elle se rapproche de plus en plus. Peu à peu, ces pays s'intègrent davantage. L'Organisation de coopération de Shanghai et d'autres incluent l'Iran, et l'Iran en est un membre clé. Donc, à long terme, je ne vois pas cela comme étant à l'avantage du régime israélien et du sionisme. Et je pense que malgré les temps sombres que nous traversons aujourd'hui, à long terme, le sionisme ne peut pas durer. En tant que personne vivant ici en Occident, j'ai toujours été convaincu qu'à mesure que la répartition mondiale du pouvoir évolue vers la multipolarité, nous avons l'occasion de nous tailler un rôle stable, prospère et sûr dans le monde en tant que l'une des nombreuses puissances. Et je pense en particulier à l'Europe. Le problème, selon moi, c'est notre réticence à renoncer au moment unipolaire. Cette ambition persistante de restaurer une domination mondiale. Je pense que c'est très autodestructeur, car nous sapons notre capacité à fonctionner comme un pôle du système et à coexister pacifiquement avec les autres. Comme vous l'avez dit, on a l'impression que nous entrons en conflit avec tout le monde ces temps-ci. Quand on regarde autour du monde, de la Chine à la Russie, en passant par l'Iran et maintenant l'Inde, chaque coin du globe semble être perçu comme problématique. À un certain moment, tu sais, nous devrions réfléchir à savoir si notre position dans le système international reflète encore la réalité. Mais oui, juste un commentaire sur ce qui s'est passé en Égypte, parce que j'ai trouvé cela un peu absurde aussi. Je veux dire, j'étais très heureux de voir le cessez-le-feu à Gaza et une amélioration de la situation humanitaire, la fin des bombardements. Mais c'était aussi un peu comme les sentiments mitigés que j'avais avec la Syrie. J'étais heureux de voir les sanctions levées pour les Syriens, pour les civils syriens personnellement. Mais tu sais aussi quel en est le but, qui est moins altruiste. Ce que j'ai trouvé un peu de mauvais goût là-bas, en Égypte, c'est la façon dont tous les dirigeants sont venus célébrer la grandeur de Trump. Et on voit la même chose en Ukraine. Tout le monde se plie à cette illusion selon laquelle les États-Unis seraient un médiateur et Trump un grand artisan de la paix. Je veux dire, la guerre en Ukraine a été déclenchée par les États-Unis en 2014 et dirigée par eux depuis. Chaque tentative du gouvernement ukrainien de trouver une issue a été sabotée par eux. Et pourtant, les États-Unis peuvent maintenant se présenter comme un médiateur cherchant la paix. Et c'est la même chose aujourd'hui au Moyen-Orient. Les Américains, ce n'était pas seulement Israël. Les États-Unis ont soutenu ce génocide en Israël contre Gaza. Et maintenant, le monde entier doit se tenir là et célébrer Trump pour sa prétendue victoire, sa grande capacité à instaurer la paix. Encore une fois, je suis très heureux qu'il y ait une pause dans les tueries, même si je reste sceptique quant à sa durabilité. Mais célébrer cela comme une grande œuvre de pacification, je trouve tout cela assez étrange. En Ukraine, Trump a été président, si je me souviens bien, pendant 4 ans, au moment où cette crise évoluait. Ce n'est pas comme si Trump n'en avait pas été un acteur clé. Il s'est vanté d'avoir fourni à l'Ukraine des capacités offensives et militaires contre les Russes, donc il n'est certainement pas un artisan de la paix. Et malgré sa promesse de mettre fin à la guerre en un jour, des centaines de milliers de personnes sont mortes jusqu'à présent pendant son second mandat à cause de cette guerre. Et tu as raison,
Ce que nous avons vu au Caire était une trahison du peuple palestinien. Une célébration de quelqu'un qui, à la Knesset, se vantait essentiellement d'aider Netanyahou à massacrer des Palestiniens. Et c'est la même chose en Égypte et en Syrie, la levée des sanctions. Mais toutes ces personnes qui sont tombées dans le piège sectaire de l'Empire, mis en œuvre par leurs mandataires dans le Golfe Persique et par Erdogan, ont soutenu ces groupes extrémistes uniquement sur la base du sectarisme. Je veux dire fondamentalement sur le sectarisme. Ce n'est pas que l'ancien gouvernement syrien ait été un grand gouvernement, mais il est évident que l'État islamique et Al-Qaïda sont des instruments de l'Occident. Ils les ont soutenus parce qu'ils avaient été poussés vers le sectarisme par les mandataires des États-Unis. Mais aujourd'hui, le régime continue de tuer des gens, et la situation économique, Glenn, en Syrie est pire. Les sanctions n'ont toujours pas été levées. Les Américains ont eu amplement l'occasion de le faire. Mais ils continuent. Vous savez, même si Petraeus peut se soucier du sommeil de Jolani la nuit et être l'un de ses plus grands admirateurs, les sanctions César sont toujours bien en place. La situation aujourd'hui est pire. Et ceux qui dépensaient des milliards de dollars pour aider l'État islamique et Al-Qaïda ne dépensent plus cet argent pour investir en Syrie aujourd'hui. Erdogan gagne de l'argent, vous savez, en envoyant des produits turcs bon marché, mais personne n'apporte une véritable aide à la Syrie. L'argent qu'il versait pour la sale guerre était bien supérieur à tout ce qui entre en Syrie aujourd'hui. Voilà la triste réalité. Mais le monde est en train de changer. Et l'Occident, comme vous l'avez justement souligné, ne change pas avec le monde. Si l'Occident était intelligent, il reconnaîtrait que le régime israélien, son existence même, est préjudiciable à ses intérêts. Non seulement le suprémacisme ethnique est attribué à l'Occident, non seulement ces attaques génocidaires contre le Liban, contre l'Iran, la sale guerre en Syrie, les attaques génocidaires et l'Holocauste à Gaza sont imputés à l'Occident par la communauté internationale, mais les peuples du monde entier méprisent l'Occident pour tout cela. Et d'ailleurs, sans cela, quel problème l'Iran aurait-il avec l'Occident? Nous aurions des relations normales. La région, le public, qui méprise l'Occident pour ce qu'il fait, n'aurait aucun problème. Vous auriez du commerce, des affaires, des investissements. Vous n'auriez pas des millions de réfugiés en Occident, ces gens d'extrême droite en Occident qui détestent les musulmans ou les personnes à la peau foncée. S'ils réfléchissaient sérieusement, ils reconnaîtraient que c'est le résultat de la politique occidentale. Ces personnes ne sont pas simplement venues là, elles vivaient confortablement dans leur propre pays. Mais la mort, la destruction, les sanctions et les guerres sales ont poussé des millions de personnes à partir. Sinon, tout le monde voudrait rester près de ses parents, de ses cousins, de ses amis, de ses voisins. Personne ne veut traverser le monde et être séparé de tous ses proches. Mais le fait est que toutes ces crises que nous voyons en Europe, je veux dire le Brexit a eu lieu en partie, eh bien, peu importe que ce soit une bonne chose ou non, ce n'est pas la question. Mais le Brexit s'est produit en partie à cause de la Syrie. Quand ces millions de personnes, quand ils ont montré ces images de Syriens se déplaçant vers l'Europe, certaines personnes en Europe et en Grande-Bretagne ont voté pour le Brexit afin que ces gens n'entrent pas au Royaume-Uni. Si les Européens avaient suivi une autre voie, au lieu de soutenir le génocide et la suprématie ethnique, cette région, l'Asie occidentale et l'Afrique du Nord, seraient leurs partenaires naturels en affaires et en commerce. Et nous n'aurions pas la situation dystopique que nous connaissons aujourd'hui. Et bien sûr, il en va de même pour l'Amérique latine et les États-Unis. Il en va de même pour l'Asie, l'Afrique et l'Occident. Voilà leur problème. Ils se considèrent comme exceptionnels, comme bénéficiant de privilèges particuliers.
Ils perçoivent le reste du monde, et de plus en plus leur propre population, comme sans valeur, comme inférieure. Et c'est ce qui causera leur perte. C'est toujours cette escalade continue. Je veux dire, l'escalade conduit inévitablement à la guerre, surtout contre un adversaire qui ne semble pas capable de reculer ou de se subordonner. Mais je pense que le problème aujourd'hui, c'est cette obsession du peace through strength que l'administration américaine ne cesse de répéter. Mais à ce moment-là, au moment où l'on dit que la force, c'est l'escalade, ce qu'ils disent en réalité, c'est que l'escalade, c'est la paix, et donc la guerre devient la paix. C'est une manière très tordue de voir le monde, au lieu de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire essayer d'atténuer les préoccupations sécuritaires concurrentes. Puis-je ajouter un point que je trouve vraiment important? Il y a un schéma récurrent en Occident. Je veux dire, si l'on remonte dans l'histoire américaine, ils ont fait cela avec les Indiens ou les Autochtones. Ils signaient des accords, puis les sabotaient, prenaient davantage de territoire, massacraient des populations et avançaient vers l'Ouest. C'était un schéma. C'est ainsi qu'il fonctionne encore aujourd'hui. Ils concluent un accord avec les Russes, les accords de Minsk, puis ils le sapent. Ils concluent un accord avec l'Iran, l'accord nucléaire par exemple, puis ils le sapent. Ou encore l'accord entre l'Iran et l'AIEA au Caire. Ils le sapent aussi. Ils concluent des accords commerciaux avec les Chinois, mènent une guerre commerciale, puis signent un nouvel accord et le sapent à nouveau. En ce moment, la question des terres rares et des minéraux n'a pas commencé avec Pékin. Après le cessez-le-feu dans la guerre commerciale, les États-Unis ont commencé à le saper par différents moyens, et c'était la réponse chinoise. Ils ne respectent jamais leurs engagements. Et c'est exactement ce que fait le régime israélien. Le régime israélien demande un cessez-le-feu avec le Liban. Les pays occidentaux en sont les garants, mais ils le violent chaque jour. Chaque jour, ils tuent des gens, détruisent des infrastructures, des maisons, des usines privées, et l'Occident ne fait rien. Ils peuvent violer leurs engagements quand ils le veulent. Et c'est la même chose à Gaza et ailleurs. Alors que se passe-t-il en conséquence? Peu à peu, le monde dit « ça suffit ». Nous ne voulons plus des institutions financières occidentales, car nous ne pouvons pas leur faire confiance. Nous ne voulons plus utiliser le dollar américain, car nous ne pouvons pas leur faire confiance. Nous ne voulons pas d'eux dans nos clubs, qu'il s'agisse de l'Organisation de coopération de Shanghai, des BRICS ou d'autres, parce qu'ils vont semer des problèmes. Nous voulons des voies alternatives pour le commerce, comme l'initiative de la ceinture et de la route, ou le corridor nord-sud entre l'Iran et la Russie et d'autres régions, parce que nous ne voulons pas que l'Occident y soit impliqué. Nous voulons qu'il en soit exclu. Tout le monde veut qu'ils s'en aillent parce qu'ils sont peu fiables, qu'on ne peut pas leur faire confiance et qu'ils violent constamment leurs engagements. À court terme, ils en tirent profit. Ils peuvent sanctionner cette usine, détruire cette ville ou sanctionner ce pays et en tirer avantage. Mais à long terme, cela pousse le monde entier à prendre ses distances avec l'Occident. L'Occident, qui s'isole lui-même et détruit pays après pays, se retrouve encore plus isolé lorsqu'on prend du recul. En fin de compte, ils se sanctionnent eux-mêmes et s'affaiblissent eux-mêmes. Et les gens en Occident, à mesure que le pouvoir de l'establishment diminue, commencent à voir la réalité. Ils voient à travers le récit. Les peuples occidentaux se réveillent à ce que l'Occident fait réellement. Car il ne s'agit plus seulement de l'axe du mal, l'Iran, la Corée du Nord et l'Irak sous Saddam Hussein, qui était l'axe du mal originel. À l'époque, ils pouvaient s'en tirer avec leurs mensonges, leurs guerres et leur brutalité. Mais lorsque l'axe du mal devient désormais tout le monde, la Russie, la Chine, l'Iran,
d'une certaine manière le Brésil et l'Inde, l'ensemble de l'Asie occidentale, et tous ceux qui s'y opposent, où qu'ils soient, y compris les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai, alors ça devient trop vaste, et ce n'est pas durable. L'Occident perd. Je pense que c'est encore une fois le problème des ambitions hégémoniques. Si les accords de paix sont perçus comme servant à la coexistence ou à l'établissement d'un nouveau statu quo, alors bien sûr, on peut leur faire confiance. Mais cela suppose que l'on veuille réellement un statu quo. Si l'objectif est de vaincre ses adversaires, alors chaque accord de paix, chaque compromis, devient un cessez-le-feu temporaire, une occasion de se regrouper et de se préparer à la prochaine bataille. Dans ce cas, oui, les accords internationaux ne peuvent pas vraiment imposer de contraintes. Donc je crains que nous n'entrions dans quelque chose de nouveau maintenant que nous avons déjà largement dépassé le point de surextension impériale ici. Mais enfin. Juste un dernier point, puisque vous avez mentionné la surextension impériale. À mesure que cette puissance impériale, que cet empire décline, il devient plus grossier, et cela le blesse encore davantage qu'auparavant. Ils ont jeté le masque des droits de l'homme et de la liberté. Ils ont même abandonné le mythe du fardeau de l'homme blanc ou de la mission civilisatrice. Ils sont revenus à un impérialisme brut et pur. On bombarde simplement des bateaux dans les Caraïbes. On massacre simplement des gens. Ils ne sont même pas vénézuéliens. Mais personne, dans l'establishment politique occidental, ne proteste contre cela. On massacre des Gazaouis, on massacre des Libanais. Tout cela est désormais accompli ouvertement par l'Empire. Mais ironiquement, la réaction aujourd'hui est bien pire pour l'Occident qu'elle ne l'aurait été il y a 2 décennies. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient cela comme un empire à la fois grossier et mourant. Mais aussi, le mythe de la civilisation occidentale, vous savez, je ne parle pas des gens ordinaires, je parle des élites. Le monde libre et le monde civilisé opposé au reste du monde, tout cela s'est effondré. Et ce pouvoir d'influence douce de l'Occident, en même temps que son pouvoir économique et militaire déclinant, est en train d'être balayé. Ainsi, l'Empire, au lieu d'être intelligent en préservant certaines de ses parties, devient de plus en plus grossier, et il accélère l'effondrement de cet empire à une vitesse que je pense sans précédent dans l'histoire humaine, en partie à cause de l'existence de nouvelles technologies, entre autres. Mais c'est l'empire qui décline le plus rapidement de toute l'histoire de l'humanité. Allez lentement jusqu'à ce que tout s'accélère soudainement, très vite. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que vous avez une journée chargée devant vous, alors merci encore. Merci beaucoup de m'avoir invité, Glenn.